Je pense qu'on va présenter un petit peu les objectifs de l'ouvrage, la manière dont on l'a constitué, comment on réagit aussi peut-être un petit peu par rapport à l'évolution. Il est sorti en octobre. Et je dirais que moi j'ai l'impression qu'il est pas vieux, on peut pas dire ça, un livre qui a 3 mois, mais ça va tellement vite en ce moment de l'autre côté des Pyrénées que effectivement la grille de lecture qu'on a proposée, pas complètement obsolète, mais les événements effectivement me semblent s'accélérer. J'ai l'impression quand on ouvre la presse, quand on ouvre les radios, les télés d'Espagne, qu'il y a une foule d'informations qui arrivent vraiment presque chaque jour. Voilà, bon, on a eu ce projet en 2013-2014, on l'a mis en place progressivement. C'est un travail qu'on a coécrit et qui a été préfacé, c'est un grand honneur pour nous, par Fernando Aramburu, voilà, qui est un homme de lettres qui vit en Allemagne, mais qui est très sensible à l'évolution de son pays et qui a donné quelques pages vraiment personnelles sur sa vision d'une évolution un petit peu plus longue. Parce qu'on lit Espagne en crise, on pourrait imaginer que c'est un travail, j'allais dire, de l'immédiat. Pas tout à fait quand même. On a voulu aussi travailler à plusieurs échelles de temps. Évidemment, c'est l'Espagne depuis la transition qui nous intéresse. C'est un long mécanisme politique, économique, social, de transformation profonde qui s'est mis en place. Mais les chocs que le pays a connus à partir... je dirais, en fait, à partir de l'automne 2007, tout le monde dit 2008, mais enfin, on voyait tellement de nuages s'amonceler que voilà, c'est la bascule 2006-2007, vraiment l'année où on atteint des sommets, le prix de l'immobilier, etc. Et puis vraiment, après, un choc très fort, très brutal, et toute une série de contre-chocs, de séismes qui s'enchaînent et à partir desquels on voulait articuler proposer quelques clés d'explication qui articulent l'économique et le politique. On peut dire ça comme ça ? Oui, tout à fait. En fait, si vous voulez, l'Espagne, c'est un des États d'Europe qui a connu des crises extrêmement graves et une crise particulièrement grave au XXe siècle qui a été la guerre civile et qui s'est soldée par 37 ans de dictature. Donc, si vous voulez, l'idée d'une crise en Espagne est importante. C'est une crise en Espagne, ça peut déboucher sur des choses extrêmement graves. Voilà, ça, c'est un peu la première idée. C'est qu'on voyait, et moi je suis plus axée sur des questions de nationalisme régionaux, je les suivi depuis longtemps. Et on voit bien comment, depuis 1978, on est dans un système qui ne résout pas les problèmes de tension centripète de l'Espagne, mais qui a plutôt tendance à les aggraver. Et je me souviens d'avoir écrit pour une petite revue, un petit article sur la situation en Espagne, ça devait être en 2007 ou quelque chose comme ça, dans laquelle je terminais en me disant... Bon, on ne voit pas exactement par quel mécanisme précis on pourrait aboutir à un enchaînement, à un processus un peu catastrophique. Il y a beaucoup d'éléments pour que les relations soient tendues entre citoyens espagnols selon les territoires, mais le mécanisme précis, l'étincelle qui fait qu'on rentrerait dans une crise qu'on ne parviendrait plus à arrêter, franchement, je me disais à cette époque, peut-être si la Belgique se divisait. Parce que alors là, ça ferait un précédent que ce serait un petit peu difficile de leur dire « non, pas vous ». Voilà. Donc mon idée, c'était un petit peu ça. Il fallait quelque chose, une étincelle qui fait qu'il y ait un processus qui se met en route. Et là, comme dans les années 30, on n'arrive plus à l'arrêter. On ne sait pas comment l'arrêter. Voilà. Bon, mais quand même, on avait une bourgeoisie catalane qu'on ne voyait pas aventuriste. Hein, donc, bon, normalement, ça aurait dû continuer comme ça. À moins que, encore une fois, il y ait un problème en Belgique, en Écosse, enfin quelque chose ailleurs qui pourrait avoir une répercussion sur l'Espagne. Sauf qu'il y a eu ensuite la crise économique et comme au 19e siècle, comme en 1898, c'est une grosse crise économique qui produit l'étincelle et qui produit le démarrage d'un processus dans lequel les tensions territoriales deviennent de plus en plus importantes, associée à une très grave crise économique. Donc c'est pour ça, en fait, qu'on s'est dit il y a quelque chose à faire, mais il faut bien mettre en valeur la dimension économique,
parce qu'elle est très importante, et puis aussi parce que le grand mouvement là qu'on a connu et qui est aussi unique en Europe, à certains égards, nous pensons qu'on devrait mieux connaître l'Espagne parce qu'il y a c'est une sorte de laboratoire politique très souvent, pour le bien ou pour le mal, comme on dit en espagnol, mais c'est souvent un laboratoire politique. Et ce grand mouvement-là de régénération démocratique que tout le monde a vu se développer, il est quand même parti à la base d'une revendication des citoyens ou d'un grand nombre de citoyens que les élus soient responsables ou soient tenus pour responsables de la profondeur de la crise, même si elle avait démarré aux États-Unis. Voilà. Ce n'était pas simplement la finance, la mondialisation, mais qu'il y avait quand même des situations, des rapports de force sur le territoire politique qui devraient permettre de faire la part des choses entre ce qui relève des conjonctures internationales, d'un pouvoir financier international, des agences de notation qui font que la dette espagnole se retrouve à monter en flèche alors qu'ils n'ont pas emprunté un sou de plus, simplement parce que les taux d'intérêt ont augmenté, donc cette dimension internationale. Mais quand même, il y avait aussi des dimensions territoriales, des choix d'aménagement, des choix politiques, et qu'il fallait peut-être essayer d'associer l'analyse géopolitique d'une conflictualité entre citoyens, de nouveaux partis, de revendications qui ont abouti à un Parlement où les 2/3 des parlementaires sont des visages nouveaux, et rajeunis aussi. Donc des revendications politiques, mais sur la base d'une volonté de mieux comprendre les tenants et les aboutissants d'une crise extrêmement profonde et qui a touché une classe moyenne qui pensait être sortie pour toujours de l'Espagne pauvre, de cette Espagne des années 50 dont ils avaient honte en fait, et que c'était fini, la page était tournée. Du coup, le choc, le boomerang, on va dire, de la crise qui fait que beaucoup de ces classes moyennes, vous et moi, se sont retrouvés sans maison. Les enfants dehors, les huissiers qui arrivent et des hommes politiques qui disent vous n'aviez qu'à pas acheter des résidences secondaires, alors que en fait les statistiques après montraient que non, il y avait quand même une majorité de résidences principales, donc c'était pas simplement parce que ils avaient eu les yeux plus gros que le ventre, et donc cette volonté de rendre responsable un personnel politique a été aussi à l'origine de notre association. Nassima, elle suit de beaucoup plus près ce qui va être les mécanismes économiques, les grands programmes d'aménagement du territoire. Et moi, je suivais de plus près ce qui était les tensions territoriales, la question du terrorisme au Pays Basque, la Catalogne. Et donc, les deux sont extrêmement liés. Nous ne pensions pas avoir raison si vite, en ce sens que là, vraiment, ce qui se passe au Parlement espagnol est directement associé à ce qui se passe au Parlement catalan, et réciproquement. Et la question maintenant s'étend à la Valence, à la Galice, et on va voir les nationalistes basques sortir du bois quand l'occasion sera bonne pour eux. Ils ne vont pas prendre de risques, parce qu'on ne sait pas comment tout ça peut terminer, mais si jamais c'était favorable, ils sont quand même majoritaires pour l'instant, plus majoritaires que jamais dans le Parlement autonome basque. Donc on est dans une situation qui est quand même dans laquelle la situation, on va dire les rapports de pouvoir à l'intérieur du Parlement espagnol sont très étroitement liés à cette question territoriale. Et l'enjeu économique est aussi le deuxième pôle des négociations entre les gens. Donc les deux sont très liés, et je pense que c'est intéressant d'essayer de continuer à le comprendre pour l'Espagne, parce que ça peut nous donner pas des clés, mais des grilles de lecture sur lesquelles qu'on peut peut-être utiliser pour lire des situations autres, françaises ou autres, et qu'on peut du coup adapter. Et c'est l'adaptation d'une grille de lecture d'un pays sur un autre qui permet d'avancer dans une compréhension. Donc économie et géopolitique, c'était vraiment le point de départ. Et c'est vrai qu'en Espagne,
c'est tout à fait nécessaire. L'économie est très souvent utilisée dans des représentations géopolitiques pour donner tort aux uns, pour donner raison aux autres, de plus en plus. Donc il y a une sorte de décrochage, on va dire, entre une science de l'économie et puis l'économie comme un argument géopolitique territorialisé en plus, dans lequel chacun a localement sa façon de décrire les phénomènes économiques, les responsables, parce que c'est ça en fait, c'est comment on désigne les responsables et selon quel mécanisme on va désigner les responsables. Voilà. Peut-être continuer sur les Voilà, voilà globalement les objectifs, les objectifs que nous nous étions donnés. Ce que je vous propose, c'est peut-être de vous dire comment on a essayé de construire la réflexion, la démonstration, si démonstration il y a. Vous avez compris notre complémentarité. Le premier objectif, c'était une première partie de présentation, vraiment j'allais dire, de cette mécanique infernale, donc qui avait enclenché à partir de 2007 une espèce de château de cartes qui s'effondre, ou un système de domino, je ne sais pas quelle métaphore utiliser. Donc on a commencé par cet engrenage des crises, d'abord en prenant un petit peu de profondeur et en revisitant un petit peu l'évolution politique et économique depuis la transition, et en montrant comment, c'est récent, hein, mais cet héritage politique de la transition, du consensus, de la pacification, enfin de tout ce qui s'était mis en place, du bipartisme aussi, était de plus en plus contesté, hein, était de plus en plus fragilisé, ébranlé, et comment tout ce qui semble, ça me rappelle un titre de Mundus Molina, mais bon, tout ce qui semblait solide, finalement, c'était un petit peu liquéfié au cours de ces dernières années, et d'abord et avant tout, effectivement, l'apparence d'une solidité des institutions. Pourquoi cet héritage contesté ? Eh bien parce qu'il y a eu cette grande dépression que seule finalement la crise des années 30 peut permettre de comparer ou de donner un petit peu une échelle de gravité et de brutalité. Et puis cette crise économique, il faut elle-même la décomposer. En fait, c'est d'abord un retournement des taux d'intérêt qui vient de l'extérieur. Barbara l'a dit, c'est la crise de subprime américaine, ni plus ni moins, donc ça, chacun le sait effectivement, qui inverse finalement le prix de l'argent et donc le taux d'intérêt, et donc qui conduit un certain nombre de grandes firmes immobilières à être en situation difficile parce qu'elles vivaient de cavalerie, elles vivaient effectivement en anticipant une hausse des valeurs foncières. Elles achetaient du foncier autant que du bâtiment en construction, et ne pouvant plus compter sur la hausse forte, de 4 à 5% par an des prix de l'immobilier, sont acculés au dépôt de bilan. Ce qui après crée un effet de contagion dans le reste du secteur économique, donc du secteur BTP au secteur industriel et des services, et puis qui, fatalement, puisqu'on est très rapidement à l'automne dans un crash immobilier, une bourse qui perd 30% de sa valeur en 3 mois. Donc voilà l'importance de l'onde. Hein, c'est pas des chiffres avant la virgule, c'est quelque chose, c'est des capitalisations puissantes, brutales, vraiment une onde de choc qui forcément se retrouve après dans une onde de chômage. On est en 2008-2009, donc des entreprises qui ferment, donc du chômage qui lui-même se répercute sur une crise de la consommation. Donc les gens n'achètent plus, et la première boucle est mise en place, puisque ce stoppage net de la croissance de la consommation fait que d'encore plus d'entreprises déposent le bilan, et qu'on entre en 2008 vraiment dans une dépression sans fond. Alors cette crise économique elle-même touche très rapidement les arcanes de l'État, c'est-à-dire elle se traduit en crise budgétaire, puisqu'on était il faut le dire quand même, jusqu'en 2007, on était dans un État qui avait, c'est fou, hein, des excédents budgétaires. Hein, qui n'était pas en déficit. On fait long
cette approche, ce spectre des déficits budgétaires. On avait un État espagnol en excédent budgétaire qui perd ses marges de manœuvre parce qu'il essaye de soutenir un peu la demande en 2009 avec un plan emploi. Hein, et puis après, il n'y a plus de marge de manœuvre. Donc on entre dans une deuxième spirale qui est la crise budgétaire. Cette crise budgétaire, c'est celle de l'État et puis c'est très vite celle des communautés autonomes qui ont un mode de fonctionnement très dépendant des banques et des caisses d'épargne régionales auxquelles elles sont adossées, justement par rapport à cette bulle immobilière. De la crise budgétaire, fatalement, les collectivités, l'État ont besoin de se refinancer, étant à sec. On arrive dans la crise financière, c'est-à-dire que toute cette histoire dont Barbara a parlé, d'agences de notation, de zinzin d'investisseurs institutionnels ou d'investisseurs privés qui ne veulent plus, enfin qui regardent la prime de risque, c'est-à-dire le différentiel du prix de l'argent qu'on prête à l'Espagne ou qu'on prête à l'Allemagne. C'est ça, la prime de risque, l'Allemagne étant le garant d'une espèce d'orthodoxie. Et donc cette prime de risque qui monte à plus de 6 points d'écart du prix de l'argent ce qui fait qu'un certain nombre de communautés autonomes, dont la Catalogne au premier chef, sont hors marché, ne peuvent plus se financer sur les marchés internationaux à court terme, par exemple pour payer les fonctionnaires. On est vraiment dans des collectivités qui sont aux abois. Donc cette crise budgétaire va conduire à une intensification, je ne sais pas si je peux dire le mot des chamailleries, mais enfin en tout cas des tensions, des conflits quant à la distributivité finalement des financements nationaux auprès de ces collectivités régionales, ces autonomies qui dépendent d'une refinanciation de l'État pour équilibrer leur budget année après année, 2011, 2012, 2013, etc., et qui en même temps sont très perturbés parce qu'il y a autonomie dans le mot communauté autonome. Donc le fait d'être reprise un peu sous tutelle par l'État qui seul, du fait de la BCE, du quantitative easing, lui a accès un petit peu à des liquidités, voilà, ça les gêne beaucoup, ces autonomies. Donc à la fois, elles sont en grave situation budgétaire, elles se plaignent d'une recentralisation qui est tout à fait contraire à l'esprit qu'elles ont, à la lecture qu'elles ont du fonctionnement de la Constitution, bien sûr, et de leurs prérogatives. Et puis elles disent aussi, l'État, vous ne nous donnez pas assez. Pourquoi ? Parce que vous donnez trop aux autres. Donc on entre dans cette sudoku infernal, comme disent aussi les journalistes espagnols, c'est-à-dire la financiation sans fin. La Catalogne dit que l'Andalousie prend trop, l'Andalousie dit que voilà. Et la bataille des critères, bien sûr, qui permettrait de partager équitablement cette manne. Et c'est sur fond de tous ces engrenages qu'on a construit cette première partie, mais enfin en arrivant au constat que vous connaissez, qui est aussi une lecture sociale de tout cela, c'est-à-dire que on n'est pas en 2008, on est en 2016, donc maintenant on a des chômeurs de longue durée. On a des millions de foyers qui ont vraiment été au bout des indemnités chômage, des subventions, etc., et qui vivent avec très 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 peu de moyens et donc avec un tableau social particulièrement difficile. Voilà tout cet engrenage qui évidemment alimente la contestation et les revendications et le regard réflexif que les Espagnols portent sur leurs institutions, portent sur les responsabilités locales, provinciales, régionales et bien entendu nationales. Il y a beaucoup de choses à dire. Voilà une première partie pour essayer de définir tout ça. Et puis après, on a fait 3 autres parties. On a voulu enrichir le tableau. Et avant de repasser la parole à Barbara, j'ai oublié de vous dire en ouverture que j'ai pour ma part, j'ai une contrainte à 19h30, mais je vous laisserai avec Barbara tout à l'heure. J'en suis désolée, je m'en excuse auprès de vous. Voilà. Ce qu'on a souhaité, c'est ne pas en rester simplement à ce tableau de l'engrenage sur lequel, bien entendu, on est prêt à répondre à vos questions, parce qu'on a été très vite, j'étais très vite à l'oral. Mais on a voulu vous montrer la diversité des contextes
Quand on est au Pays Basque et quand on est dans la province de Jerez, on n'a pas le même taux de chômage, hein. On n'a pas le même impact finalement de cette engrenage successif de phénomènes socio-économiques et politiques. Et donc, on voulait présenter un certain nombre de tableaux régionaux ou locaux ou métropolitains. Et on a proposé d'en faire 5, justement, pour contraster un petit peu l'approche. Madrid nous semble très intéressant parce que c'est un peu le laboratoire du parti politique et, en termes de politique régionale et locale, avant que du Parti populaire, avant que Manuela Carmela, évidemment, gagne la mairie en mai dernier, et toute une série de choix politiques sur les services publics, sur l'aménagement, sur l'organisation de la ville, ont alimenté quand même la contestation de la Puerta del Sol, des indignés, qui fait la couverture de l'ouvrage et qui faisait aussi, évidemment, partie intégrante de ce travail. On a parlé de l'Andalousie, on a parlé de la Catalogne, on a parlé de la Galice et du Pays Basque, et puis du Levant. Donc ça, c'est un petit peu des zooms régionaux et locaux, à partir desquels on a aussi voulu vous proposer des zooms un petit peu plus sectoriels, dans la mesure... on est enseignant, on est universitaire. Moi, je suis frappée. Il y a beaucoup d'ouvrages sur l'Espagne, mais il y a un certain conservatisme, en tout cas dans le secondaire et dans le supérieur. L'Espagne, c'est l'agriculture, hein, c'est les huertas. C'est connu, et puis c'est assez riche. Hein. Et donc, on a voulu ouvrir un petit peu la palette et vous montrer comment plein de secteurs économiques aussi, avaient bougé ou interagissaient avec ces logiques géopolitiques, que ce soit dans le domaine des infrastructures de transport, où on entend parler de tous ces aéroports vides, de toutes ces projets pharaoniques de LGV, de grande vitesse, etc. Donc on avait envie de vous parler des transports, de la désindustrialisation profonde, brutale et cruelle qu'ont vécu ces territoires. Et donc on pouvait faire un point aussi sur l'agriculture aussi, qui ouvre plein de sujets politiques très forts, la relation avec la Méditerranée, avec le Maroc, avec les concurrents. Bref, une palette aussi d'ouverture de ce côté-là. Les finances, j'en ai aussi parlé. Et puis resituer finalement, après, cette Espagne, donc avec les nouvelles figures politiques, avec les nouvelles plateformes qui ont émergé en 2014 et en 2015 politiquement, Podemos, Ciudadanos, on peut en reparler avec vous parce que c'est deux formations qui finalement sont nouvelles, qui ont bousculer complètement le bipartisme qui était si bien ancré entre PSOE et Parti populaire, et puis aussi réfléchir à la place de l'Espagne dans le monde euro-méditerranéen, dans ses relations très particulières avec l'Amérique du Sud et même plus largement avec l'Amérique tout court, puisqu'avec l'Amérique du Nord aussi, beaucoup de choses sont à dire et centrales, et puis dans le monde tout simplement, parce que il y a aussi une présence de l'Espagne, de la langue espagnole dans le monde, et que c'est aussi un des arguments de la diplomatie, bien sûr. Voilà, l'organisation de l'ouvrage. Je ne sais pas si vous voulez passer aux questions ou qu'on développe tel ou tel aspect. Merci bien. Vous l'avez un tout petit peu évoqué, mais je sais bien que c'est difficile de lire dans le marc de café, mais est-ce que vous pensez qu'on est engagé dans un processus irréversible, cette fois-ci, qui mène à l'indépendance de la Catalogne, dans la mesure où il n'y a toujours pas de gouvernement central de constitué à Madrid, et en parallèle, il y a un gouvernement qui s'est constitué à Barcelone, si j'ai bien compris, qui est dirigé par le maire de Gérone, c'est ça, qui est un indépendantiste convaincu. L'obstacle de Artur Mas a été contourné. Donc d'un côté, il y a une majorité politique, et de l'autre, il n'y en a pas. Est-ce que tout ça va vraiment mener vers l'indépendance de la Catalogne, à votre avis ? Oui, c'est totalement complémentaire à la question, monsieur, qui est très actuelle. Je dois dire que sur cette question-là, je pense qu'il faut revenir un petit peu sur les conditions. Je pense plutôt
plutôt à Barbara Loyer, sur les conditions dans lesquelles s'est créé ce pacte constitutionnel en 1978, et ce qu'il a entraîné comme accord politique pour aboutir aux différentes communautés autonomes, mais en même temps, dans le pacte, un vrai obstacle que représentait la reconnaissance, non pas peut-être des nationalités, mais des nations. C'est-à-dire, voilà, il y a une ambiguïté résolue par un gouvernement quand même démocratique à l'époque, avec composé à la fois qui allait jusqu'aux communistes, il faut dire ça, sur la constitution d'un pacte constitutionnel qui avait en lui-même ne réglait pas complètement la question de la reconnaissance pleine et entière des nations qu'on appelle en Espagne les nations historiques, que ce soit le Pays Basque, la Catalogne ou la Galice. Et donc ça, c'est très important pour savoir ce qui peut se passer. C'est ça que ça m'intéresse. J'ai pas lu votre livre, évidemment, encore, mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment, dans un moment actuel de déstructuration, vous avez parlé de crise économique, etc., ce pacte se défait un petit peu, y compris si on le prend en termes de classe sociale. Moi, il y a une question, par exemple, qui me perturbe un peu dans l'analyse, c'est que voir comment un parti comme aujourd'hui Démocratie et Liberté, l'ancienne Convergencia et Union à Barcelone, en Catalogne, ce parti-là, qui est le parti quand même en partie de la bourgeoisie, aujourd'hui prend une option indépendantiste, alors que c'est une option sur laquelle la bourgeoisie catalane n'est absolument pas, en tout cas pour ce qui concerne, je pense, au niveau de l'analyse que vous pouvez analyser comme certains diraient le grand patronat, n'est pas sur cette longueur d'onde-là. Mais comment justement un parti apparemment de centre-droit qui la représente et qui a fait un pacte dans le cadre avec l'État espagnol, qui aujourd'hui peut-être en tant que parti peut ne pas vous satisfaire, c'est sûr. Mais en même temps, c'est un pacte qu'on ne peut pas défaire comme ça, sans que ça pose énormément de problèmes au niveau de la reconstitution d'un ensemble. Moi, je pense personnellement qu'il faut une nouvelle réforme constitutionnelle en Espagne qui tienne, d'ensemble, qui retravaille le pacte avec les différentes autonomies. Comme je pense que la question de la nation, de la reconnaissance de la nation pour les Catalans, devra être d'une certaine manière inclus dans ce pacte plus large. D'ailleurs, il y a des forces à gauche comme le... Oui, excusez-moi. Oui, non, voilà. Oui, parce qu'il y a un parti comme le Parti socialiste catalan qui avait lui été assez loin d'ailleurs dans la reconnaissance un petit peu de cette nécessité de changer, y compris en Catalogne, le pacte passé avec les Catalans. Excusez-moi d'avoir une question. Monsieur, une question et une... Alors, y aura-t-il une indépendance catalane ? Ça ne va pas être si simple. D'abord parce que le Parlement catalan a élu donc un nouveau président, mais avec une majorité très difficile à constituer, parce qu'en fait, les nationalistes catalans ont une majorité très courte en nombre de sièges et ils ne sont pas majoritaires en nombre de voix. Ils sont à peu près 48% ou 47, quelque chose en nombre de voix. Alors déjà au niveau international, pour faire admettre une déclaration unilatérale d'indépendance quand on ne représente pas 50% de la population, c'est
ça va pas de soi. Alors, ils se prennent apparemment un peu comme le Kosovo. C'est un peu ça le modèle. C'est l'idée que le Kosovo a fait une déclaration unilatérale d'indépendance et alors on les a reconnus. Mais la Catalogne, ça n'est pas le Kosovo. Donc là, on est quand même un peu dans un phénomène de monde comme si. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Françoise Morvan sur la Bretagne, mais c'est une sorte de dynamique dans laquelle il y a toute une partie des citoyens qui y croient vraiment. Enfin, ils croient qu'ils sont en train de créer l'histoire et ils y croient, de faire l'histoire, et ils y croient si fort qu'ils ont... Et en plus, ils sont tellement mobilisés depuis 5 ans, on va dire, ou depuis 10 ans, depuis 2005, tellement mobilisés là-dessus, qu'ils ont un pouvoir de communication qui amplifie cette confiance dans le fait que c'est pas possible, que ça ne marche pas. Voilà. Mais légalement et internationalement, franchement, c'est pas gagné. Et ça parce que pour cette raison-là. L'autre raison, c'est que donc le Parti populaire est encore majoritaire au Sénat. Donc à moins de penser que le gouvernement espagnol ne va rien faire, ce qui serait aussi quand même un peu surprenant, le gouvernement espagnol a en main un certain nombre de moyens légaux de freiner cette évolution. Voilà. Par exemple, alors ils vont pas envoyer l'armée parce que ça serait franchement assez contre-productif et les militaires espagnols ne sont pas du tout. Il y a quelques généraux qui trouvent que franchement ils exagèrent les Catalans, mais enfin bon, l'armée est dirigée par un civil et je vois pas bien un ministère de la Défense pour l'instant en appeler à l'armée. Bon, tout est possible, hein, mais en revanche, ils peuvent suspendre, pas l'autonomie complètement, mais mettre sous autorité du gouvernement espagnol la police, récupérer toute la gestion de la sécurité sociale. Donc par petits bouts, en fait, considérer que les citoyens catalans, qui n'ont pas majoritairement, du point de vue du nombre de pourcentage d'électeurs élus, ce Parlement. Enfin, ça donne. Les nationalistes sont surreprésentés parce qu'ils sont mieux représentés dans la Catalogne rurale que dans Barcelone. Donc, du coup, ça donne plus de sièges. Par conséquent, on peut très bien penser que les Catalans n'ont pas à payer les excès d'un gouvernement qui serait dans une forme d'abus de pouvoir vis-à-vis d'eux, parce qu'il mettrait en danger les remboursements de la sécurité sociale, il mettrait en danger la population parce qu'il y a plus de communication réelle entre la police autonome et la police nationale, alors qu'on est dans une région où les terroristes islamistes peuvent vraiment se développer et préparer des attentats. Donc on a une faille sécuritaire réelle si jamais il y avait la fameuse déconnexion dont il parle. Donc au nom de tout ça, il y a un certain nombre de moyens légaux qui peuvent être mis en œuvre. Cet article 155 qui leur permet de mettre en œuvre ces moyens légaux, il faut le solliciter le Sénat. Or, le Parti populaire est majoritaire au Sénat. Parce que le Sénat a un mode d'élection un peu différent et par conséquent, ils ont gardé la majorité absolue. Donc, ils ont un verrou. Voilà, ça c'est la première chose. Donc, ça se fait pas comme ça. Le démantèlement d'un des plus vieux États d'Europe, qui est au sein de l'Union européenne, dans une Union européenne fragilisée par l'éventuel Brexit, fragilisée par des mouvements d'extrême droite, fragilisée par la crise des réfugiés. Franchement, ça m'étonnerait que la Commission ou le Parlement européen se précipitent pour fragiliser encore et précipiter une éventuelle sortie de l'Écosse, des Flamands. Voilà, si vous voulez, si on prend les choses un petit peu objectivement, il y a quand même beaucoup de rétrofreins qui peuvent se mettre en œuvre, légaux, et isoler ce gouvernement. Par ailleurs, on peut aussi couper les fonds. Il y a le gouvernement espagnol, Nassima pourra peut-être vous le dire, mais enfin, voilà, il y a quand même un certain nombre de fonds espagnols qui permettent de payer les factures des entrepreneurs quand la communauté autonome ne peut plus le faire, d'emprunter sur le marché international. C'est l'agence Fichte, je crois, qui a déjà dégradé la note de la Catalogne en disant, bon, bah, alors s'ils ne veulent plus de la garantie de l'État espagnol, on dégrade leur note.
hein, donc du coup, ça coûte plus cher d'emprunter. Donc si vous voulez, il y a quand même, c'est ce qu'on appellerait les pouvoirs factices, parce qu'évidemment, ça va être traduit comme ça. Hein, c'est comment tous les pouvoirs factices supérieurs vont contre la volonté du peuple. Mais le peuple en question, si vous voulez, il y a une partie du peuple catalan hein, qui commence vraiment à dire bon, ben, maintenant ça suffit, nous sommes aussi le peuple catalan. Voilà, hein, donc il y a une moitié du peuple catalan qui vote nationaliste, mais il y en a quand même une moitié qui ne vote pas nationaliste. Et nous sommes tout autant le peuple catalan. Donc il y a en fait un deuxième combat qui est un combat beaucoup plus, on va dire, dialectique, qui est mis en œuvre, et il y a une redoutable force de frappe intellectuelle antinationalistes, parce que la plupart des grands intellectuels catalans, les plus connus, ils sont antinationalistes. C'est ce qui s'est passé avec le Pays basque. Hein. Au Pays basque, vous avez des groupements d'intellectuels qui n'en laissent pas passer une, hein, qui sont sur le front en permanence pour débattre, discuter, démonter les arguments, réécrire, dire à quel point l'histoire peut être tergiversée, des historiens qui disent mais non, c'est pas comme ça, c'est une façon de raconter l'histoire qui est tendancieuse, enfin vous voyez, donc on a une force de frappe intellectuelle qui est aussi qui n'a pas de pouvoir, en ce sens que si la moitié de la population ne veut pas entendre les intellectuels, elle ne les entendra pas. Hein, ils auront les leurs, et puis voilà, c'est pas. Mais enfin, malgré tout, si vous voulez, ça, c'est quand même notable, c'est quand même important. Alors ensuite, il est vrai, et là-dessus, monsieur, vous avez raison, on est dans une situation où petit à petit, un nombre de plus en plus important de députés, y compris, je pense, du Parti populaire, commencent à penser qu'on ne va pas pouvoir échapper à une réforme constitutionnelle. La réforme constitutionnelle est un serpent de mer, mais c'est un serpent de mer, si vous voulez, pour une bonne raison, c'est que ce sont les nationalistes qui n'en veulent pas. La raison pour laquelle c'est très difficile de faire une réforme constitutionnelle en Espagne, c'est que les nationalistes ne veulent pas que ce soit, par exemple, une fédération. Ils ne veulent pas être pareils que les autres. Hein, donc c'est pour eux très important. Donc réformer le Sénat pour en faire une chambre ordinaire où toutes les communautés autonomes seraient représentées pareil et où des Basques et des Catalans seraient là au même titre que des Andalous, ça c'est dur. Ça, c'est carrément difficile à supporter, quoi. Donc, si vous voulez, faut pas imaginer que la réforme constitutionnelle viserait seulement à reconnaître la nation espagnole, la nation catalane. Je pense qu'en effet, ça commence à se dire. Peut-être qu'on pourrait, sur cette dimension symbolique, ne pas en faire un fromage qui s'appelle une nation. Encore une fois, si vous allez sur le site de la Bavière, je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais il y a 2-3 ans sur le site de la Bavière, c'est écrit que la Bavière est une très vieille nation. Ça ne fait pas de vague en Allemagne. Ça n'empêche pas les Allemands de penser qu'ils sont une très grande nation. Hein. Donc une nation de nations, alors on en plaisantait à une époque en Espagne en disant on ne peut pas être une bicyclette de bicyclette, donc ils disaient ça n'est pas possible, mais bon peut-être qu'ils deviendront une bicyclette de bicyclette et finalement ça pourrait marcher comme ça. Mais c'est pas parce qu'ils deviennent une nation de nations que les nationalistes ne seront plus indépendantistes, ça c'est une vue de l'esprit. La raison d'être d'un nationaliste séparatiste est de devenir un État. Que vous vous appeliez comme ci ou comme ça ne change rien au projet historique. Et c'est pour ça que tous ces gens dans les manifestations ont l'impression de faire l'histoire, c'est de créer un nouvel État. C'est quand même très, très enthousiasmant de jeter le vieil État aux orties pour en faire un neuf. Ça donne de l'énergie, quoi. Et ça donne de l'énergie dans toute la société. Ça va des enfants aux grands-mères, des professeurs de droit constitutionnel aux prolétaires et des petits patrons aux travailleurs immigrés qui se disent que tant qu'à faire, s'il devient un bon catalan, ça devrait être bien pour lui. Donc c'est assez transversal. Mais c'est assez transversal de l'autre côté aussi. C'est-à-dire que chez les antinationalistes, ils commencent à trouver que bon... Voilà. Je laisse tout de suite la parole à Nassima. Donc la réforme constitutionnelle, oui, mais de toute façon, elle est entre les mains du Parti populaire. Parce qu'il y a besoin du Sénat. Ça, c'est la première chose. Mais le Parti populaire, peut-être d'ailleurs, arrivera à gouverner l'Espagne en promettant une réforme constitutionnelle. Parce que là, il faut bien qu'ils promettent quelque chose pour pouvoir gouverner l'Espagne. Donc on est dans une situation de négociation, ce qui est pas mal.
Hein, de ce point de vue-là, on est dans une démocratie vraiment très vivante. Il y a quand même un aspect très positif dans tout ce qui vient de se passer, c'est qu'on est dans une démocratie très vivante, avec des gens très jeunes qui y sont allés, qui ont voulu se mobiliser et qui, au lieu de dire, qu'on dit tous pourris, alors on va à leur place, au lieu de dire tous pourris, et puis on est tous, on y va, alors on est tous pourris, on y va, quoi. Donc au moins, moi je trouve ça assez positif, même si après il y a tout un tas de... Alors, je terminerai là-dessus en disant que non seulement il faut parler de la nation catalane, mais s'il y a une chose dont on ne parle pas depuis 30 ans en Espagne, c'est de la nation espagnole. Et je pense qu'une des grandes faiblesses de la gauche en Espagne, c'est de ne pas encore pouvoir parler de la nation espagnole, comme si c'était un tabou psychanalytique. La nation espagnole, c'est le franquisme. Donc on ne peut pas en parler. Ça, c'est quelque chose qu'en France, on a vu, c'est un peu... on a un peu réussi à parler de la nation française en éloignant le spectre de l'Algérie et tout ça. On a quand même réussi à parler de la nation française à gauche, et du coup, on est un petit peu plus armé dialectiquement aussi face à des partis comme le Front National ou autres. Le débat est partagé de gauche à droite sur le thème de la nation. En Espagne, je pense qu'on est dans un impensé de la nation. Et ça, du coup, c'est pour arriver à réformer la Constitution, c'est un problème. Parce que refaire le pacte, ça suppose de nommer ce qu'on va refaire. Alors jusque-là, le pacte 78, c'est fait sur la démocratie. Ce qu'a dit là le nouveau président du Parlement, qui est un socialiste, il a fait un discours sur ce pacte, et en disant bien que ce pacte, c'était sur la démocratie. Ce que veulent les Espagnols tous ensemble, c'est la démocratie. Voilà. Donc, et que une indépendance de la Catalogne, c'est pas la démocratie de ce point de vue-là. Voilà. Ce sont deux conceptions de la démocratie. On considère que le seul sujet de la démocratie, c'est le peuple, catalan, basque, galicien, ce que vous voulez, ou le sujet de la démocratie sont les citoyens. C'est un vieux débat qui date du XVIIIe siècle et d'avant. Et donc, on est en plein dedans en Catalogne. Et il y en a qui vous diront, de toute façon, quoi qu'il se passe, ça ne sera pas démocratique. La seule chose démocratique, c'est l'indépendance. Le reste, c'est de la gnognotte, parce que vraiment, il y a un mystère de la souveraineté. La souveraineté, c'est forcément une souveraineté nationale indépendante catalane. Donc, tout le reste, ça ne sera jamais démocratique. Et ce que disent d'autres, c'est non, on va se faire un pacte dans lequel les citoyens sont le cœur de la démocratie. Donc le compromis, le fait qu'on se mette d'accord, qu'on ne se tire pas les uns sur les autres, tout ça. Je propose de prendre plutôt les questions, mais juste, lorsque vous posiez votre question Catalogne indépendante, qu'est-ce qui est réversible ? On ne sait pas où on va, on ne vous donnera pas de prophétie ce soir, mais moi je suis convaincue, je pense que Barbara aussi l'est, qu'on va pas revenir en arrière. Le bipartisme un petit peu monolithique, etc., je ne vois pas comment on peut y retourner. De ce côté-là, il y a des choses qui sont vraiment terminées. Et on est dans une phase où il y a cette fragilisation des institutions, où il y a des forces de rénovation et de régénération extraordinaires. C'est pour ça que ça nous intéresse aussi de regarder. Mais l'irréversibilité, moi j'en suis convaincue, effectivement. Donc on va vers une dynamique qui est quand même assez ouverte. Je suis foncièrement d'accord avec votre analyse économique de ce qui s'est passé en Espagne depuis 2007, mais je trouve que vous avez ignoré un point. Disons, vous avez porté la faute de ce qui s'est passé à la crise de Wall Street avec les subprimes, alors que les experts économiques de partout, et du Fonds monétaire international et de partout, disent que dans le cas particulier de l'Espagne, la Grèce, le Portugal et l'Italie, il y a eu des raisons de type local qui expliquent ce qui s'est passé. Et dans le cas de l'Espagne, on met les doigts sur la bulle de la construction. Maintenant, vous avez fait appel à ça, mais vous avez dit, et là je ne suis pas d'accord, que la bulle est due à l'influence, disons, des manipulations financières qui ont été initiées à Wall Street. Mais il ne faut pas oublier que dans le cas de l'Espagne, ce qui s'est passé, c'est qu'en entrant dans la zone euro, le public et les bourses
ont interprété que l'Espagne, la Grèce, l'Italie étaient aussi solides que l'Allemagne parce qu'ils font partie de la zone euro, ou bien que l'Allemagne viendrait à la rescousse s'il y avait un problème, alors que ce n'est pas passé. Tant que le public pensait que l'Espagne, c'est l'Allemagne, alors les taux d'intérêt pouvaient rester très bas. Et c'est pour ça qu'énormément de gens me disaient à l'époque, ça ne vaut pas la peine de louer un appartement, il vaut mieux acheter une propriété parce que les taux d'intérêt sont si bas, il y a des hypothèques pour tout le monde. Et c'est comme ça que beaucoup de gens se sont brûlés les doigts. Beaucoup de gens qui n'avaient pas l'éducation financière suffisante pour imaginer que le monde pouvait être un autre. À ça s'est unie une autre chose. Du fait de la hausse des prix dans l'immobilier, l'Espagne a perdu des compétitivités. C'est-à-dire, c'est la même chose qui s'est passée en Grèce et dans d'autres pays. Et dans une union monétaire, il n'y a pas la possibilité de dévaluer. L'euro espagnol valait moins que l'euro allemand, disons, mais les Espagnols ne pouvaient plus dévaluer parce qu'ils étaient dans l'euro. Et donc, il fallait faire une dévaluation interne, chose qu'ils ont bien fait. Et l'Espagne a récupéré la compétitivité en réduisant les salaires. Les gens gagnent beaucoup moins maintenant qu'avant. Et ça pèse évidemment sur la structure de la classe moyenne. Ça, c'est clair. Donc, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, sauf un petit point. C'est la question de la bulle locale très espagnole qu'il y a eu en Irlande, d'ailleurs. L'Irlande a fait ses devoirs, l'Espagne a aussi fait ses devoirs. Et ça, c'est une fleur qu'il faut faire au PP, bien que, et maintenant, si vous me permettez, je dirais un mot, je suis catalan, et mes vies à l'extérieur, je peux vous dire une chose, je pense que les Catalans, et je n'ai pas voté pour les indépendantistes, mais je trouve qu'ils ont raison, c'est-à-dire que Madrid ne comprend que lorsqu'on monte le dent. Les Catalans ont fait l'erreur, à mon avis, de se priver de la violence. C'est très fort de dire ça en Europe. Enfin, de se priver de la violence pour, comme ont fait les Basques, pour faire peur à Madrid. Madrid a fait pas arrière quand il a vu que les Basques sont difficiles à dominer. Les Catalans, non. Et alors, la posture de Madrid a été toujours ceux-là sont des mous. Ils ne feront rien, ils ont trop des intérêts, ils sont trop bourgeois, etc. etc. Et je finis. Non, mais l'effort de M. Mas a consisté à faire de sorte que, par la voie pacifique, Madrid ait peur et attrape un peu le froid. Et maintenant, finalement, Madrid attrape le froid. J'ai 30 secondes, parce que je viens de voir mon taxi arriver. Je ne pourrais pas répondre. Allô. J'avais simplement une petite question vis-à-vis... quelle est la grille de lecture des nouveaux partis comme Podemos ou Ciudadanos vis-à-vis de l'Union européenne ? Je vais peut-être dire 2 mots parce qu'en fait, je dois vous quitter. Et la question pour Podemos pourra largement être répondue par Barbara. Alors, j'ai été beaucoup trop vite pour pouvoir expliquer tranquillement. Donc, j'ai été trop vite et j'ai fait... Il y a une correspondance chronologique, évidemment, entre la crise des subprimes américaines et ce qui se passe en Europe du Sud. Il y a une spécificité des pays d'Europe du Sud. Et au sein des pays d'Europe du Sud, il y a une spécificité espagnole qui est en particulier sur l'immobilier. J'ai pas aussi... plutôt que d'expliquer la crise, il faut... En fait, on n'a pas d'autre solution que d'expliquer l'avant-crise, c'est-à-dire d'expliquer la montée progressive de cette activité économique et la perte de compétitivité, puisqu'il y a eu la focalisation sur un seul secteur d'activité qui est le BTP. Voilà. Mais ce secteur d'activité, BTP, il a aussi été, par exemple, soutenu par les fonds européens, il faut le dire, effectivement, parce qu'il y a eu, notamment sur le programme des fonds 99-2006, ça tombait pile, 34 milliards. Donc, là, par exemple, il y a eu une manne particulière, mais ça s'est arrêté très en 2005-2006, parce qu'il y a eu les pays entrants, évidemment, et là, hop, coupure. Donc, il y a toute une série de phénomènes chronologiques qui faisait que cet argent facile, parce qu'il y avait ce taux d'intérêt bas, plus cet argent public, plus cet argent européen, enfin tout ceci qui arrive au même moment et qui ne peut que créer un choc.
Voilà, donc j'avais été trop rapide sur mon mécanisme. Et il y a vraiment tous ces mécanismes. Et puis la spécificité de l'Espagne. Et même au sein de la spécificité de l'Espagne, les côtes, les grandes métropoles et leurs longues périphéries, ce qui fait que finalement Castilla-La Mancha et Castilla y León sont les communautés caractérisées par cette périurbanisation immobilière, plutôt même que la région de Madrid. C'est donc des tâches métropolitaines très élargies sur lesquelles l'impact de cette crise est très fort. Voilà, donc je crois que nous sommes d'accord en fait. Je vais laisser la parole à Barbara et puis je vous souhaite une bonne fin de conférence et d'échange. Merci. Bon, rapidement, je dirais que d'abord, je trouve ça assez scandaleux de dire que les Basques ont eu raison de tuer 600 personnes pour rien. Ça, je trouve que c'est quand même très fort. Que les Basques ont eu raison, que l'ETA a eu raison de tuer des gens pour rien. Je trouve que c'est pas bien de dire ça. Franchement. Par ailleurs, si vous voulez, les Basques, le nationalisme basque n'a pas... si vous voulez, les Navarrais aussi ont un concerto económico et peuvent lever eux-mêmes leurs impôts. Et les Navarrais ne sont pas nationalistes basques, en tout cas pas jusqu'aux dernières élections. Par conséquent, je trouve ça en fait très violent de dire ça. Très violent. Et le terrorisme, c'est un vrai cancer dans une société. Ils vont mettre très longtemps à sortir de ça. Il y a beaucoup de gens qui se sont tus. Il y a beaucoup de gens qui se sentent coupables de s'être tus. D'avoir été lâches vis-à-vis de leurs voisins, de ne pas avoir été fraternels parce qu'ils avaient peur. Ça pourrit vraiment une société, mais en profondeur. Et donc, je pense qu'il faut pas dire ça. Il faut pas dire ça. Moi, c'est ce que je pense. Alors, à ce moment-là, voilà, dites-le comme ça, que vous pensez qu'encore aujourd'hui, on peut former une nation et en Espagne avec de la violence. Moi, je trouve ça très grave. Voilà. Et en effet, vous avez raison, je pense que les choses peuvent tourner vinaigre. Parce que précisément avec ce genre de raisonnement, les choses peuvent tourner vinaigre. Parce qu'en effet, ils ont une très grande conviction. Encore une fois, je vous le dis, aux dernières, donc je ne sais pas si ce référendum se fera, puisque il y a des précédents donc au Canada on va dire de formalisation de ce que doit être un référendum dans des bonnes conditions, avec une majorité qui ressemble à quelque chose, une question que tout le monde comprend. On a déjà eu un précédent en Écosse, donc il n'est pas exclu qu'au bout du compte, je ne sais pas dans quelles conditions il y ait un jour ce référendum qui serait vraisemblablement perdu. Mais comme vous me dites, de toute façon, ils le feront. Ça voudrait bien dire que quand on est nationaliste, qu'on le perde ou pas, on ne perd jamais l'objectif de faire sa propre histoire et que, si vous voulez, même si en fait le peuple catalan n'est pas celui qu'on voudrait qu'il soit, parce que c'est quand même ça le truc, c'est qu'à un moment donné, on pense que le peuple catalan n'est pas ce qu'on voudrait qu'il soit. Bon, ça c'est une chose qui pour moi est importante. Pour ce qui est donc et j'espère qu'en effet, ils ne vont pas aller dans cette voie-là. Et j'espère aussi qu'il n'y aura pas un nationalisme espagnol qui va ressurgir face à ce nationalisme catalan. Je n'avais pas vu depuis fort longtemps, ou je n'avais pas le souvenir d'avoir vu, mais je ne suis pas tout le temps en Catalogne, des drapeaux espagnols aux fenêtres. On en voit beaucoup plus qu'avant. Ça ne me semble pas être une bonne chose, personnellement. Je trouve que jusque-là, en fait, les Espagnols se disaient assez peu nationalistes, ça les intéressait pas vraiment. Voilà. Maintenant, il y a du mot nation plein les discours de Mariano Rajoy. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait que ce soit pensé aussi à gauche pour qu'il n'y ait pas que le Parti populaire qui parle de la nation espagnole et qu'on peut peut-être envisager, en tout cas y réfléchir et qu'il y ait des débats, non pas pour dire qu'il faut qu'il y en ait une, qu'elle se renforce et tout, mais pour qu'il y ait de la pensée à ce sujet. Voilà. À part ça, je dirais donc que pour Podemos et Ciudadanos sur la question européenne, ils sont assez opposés. En fait, ils ne pensent pas la même chose. Ce n'est pas qu'ils sont opposés, mais c'est qu'ils ne pensent pas la même chose. Podemos a une vision de l'Union européenne
qui est contre le pouvoir de la finance, l'Europe libérale. Ça serait un petit peu sur la position des Français qui ont voté contre Maastricht. Ou bien, c'est un peu plus troublant, c'est à peu près le même genre de discours que peut tenir le Front National sur l'Union européenne, si évidemment on retire tout ce qui est de la xénophobie, puisque ça n'est pas un parti xénophobe et que le Front National est un parti xénophobe. Mais sur le thème de la caste, des politiciens éloignés du peuple, du fait qu'ils représentent le peuple, qu'ils sont le peuple et que les autres sont les élites, c'est quand même un petit peu... Et donc, du coup, Bruxelles est une bureaucratie qui applique une politique libérale. Ça, c'est la position de Podemos. C'est cette vision, on va dire, d'une technocratie qui servirait ou qui sert les intérêts d'une classe économique libérale. Voilà. Ça, c'est et alors que Ciudadanos, c'est un parti qui se dit centriste, qui peut négocier avec le Parti socialiste et avec le Parti populaire. Ils viennent de le démontrer là pour le Parlement. Hein. Ils ont négocié pour le Parlement, ils ont réussi à négocier avec les uns et avec les autres pour que ce soit le Parti socialiste qui prenne la présidence du Parlement espagnol aujourd'hui, alors qu'ils ne sont pas le premier parti. C'est la première fois que ça arrive. Mais ils ont aussi négocié pour que le Parti populaire soit majoritaire dans le bureau de l'Assemblée. Donc en fait, et du coup, ils s'en sont bien tirés puisqu'ils ont eu, eux, un poste de plus aussi dans ce bureau. Donc vraiment, et puis on les a vus négocier à droite et à gauche, enfin avec la droite et avec la gauche, dans des communautés autonomes différentes. Et donc sur l'Europe, pour eux, le modèle, c'est les social-démocraties nordiques. La Suède, la Norvège, voilà, ça c'est le modèle. Et donc ils sont plutôt pro-européens. Ils se disent libéraux sur le plan économique. Ils ont annoncé la couleur tout de suite. Mais sociodémocrates sur le plan des droits sociaux. Voilà. Donc l'Union européenne, je pense, et le Parlement européen est un endroit où ils sont assez à l'aise. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais clarifier mon point d'avant. Il ne faut pas oublier que Franco a complètement nié l'existence d'une nation catalane, d'une nationalité catalane. Il a interdit l'usage de la langue pendant très longtemps. C'est bien gravé dans la tête de tous les Catalans. C'est vrai que la Constitution de 1978 donne beaucoup de droits aux Catalans, l'autonomie, tout ça. Mais au fur du temps, ils ne sont pas satisfaits avec ce qu'ils ont reçu de Madrid pour deux motifs. Il y a l'argument identitaire, avec lequel je ne suis pas d'accord, parce que je ne pense pas que la plupart des Catalans sont fâchés avec Madrid pour les questions identitaires, mais c'est plutôt pour les questions économiques. Une impression qu'on ne tient pas compte des nécessités de l'économie catalane à la faveur d'autres, comme la question de l'axe méditerranéen et des choses comme ça. Et tous les gens qui se trouvent anti-indépendantistes, vous avez mentionné les intellectuels, vous diront aussi qu'ils sont fâchés avec Madrid. C'est-à-dire que je suis d'accord avec vous, je suis parmi ces intellectuels, on est fâchés avec Madrid parce que Madrid a fait tomber le Statuto. Madrid n'a pas tenu compte dans les discussions entre Mas et Rajoy d'un pacte fiscal. Les réponses de Madrid ont été du PP, non, non, non et non. Et alors, évidemment, les Catalans disent si c'est comme ça, il vaut mieux partir de l'Espagne. Mais je pense qu'il y a une partie de bluff, c'est-à-dire, c'est clair que quand il y a une négociation à ce niveau-là, il faut bien bluffer. On va voir qui, dans un choc de train, dévie d'abord. Jusqu'à maintenant, les Madrilènes, enfin, les centralistes, pensaient que ce seraient les Catalans qui descendraient d'abord du wagon, ou de leur voiture. Maintenant, la situation a changé parce que Madrid commence à voir qu'ils ont l'air d'être sérieux.
Et je pense que c'est un jeu. Je pense que Madrid, maintenant, commence à avoir peur. Et c'est ce que les Catalans voulaient. C'est pour ça que je ne suis pas si pessimiste. Parce que maintenant, Madrid doit faire quelque chose. Ça serait un long débat, si vous voulez, sur cette question du franquisme. Vous le savez mieux que moi, le pape de la littérature catalane, Josep Pla, était très conservateur, voire franquiste à certains égards. Et c'est une des plus grandes œuvres en catalan qui soit. Et même au Pays Basque, on interdisait les noms nationalistes basques, mais pas forcément des noms traditionnels en basque. Et d'ailleurs, ce que dit Jon Juaristi, antinationaliste devant l'Éternel, mais qui a été de l'ETA dans sa jeunesse, disait bien que quand ils étaient arrêtés par la garde civile, pour essayer de justifier qu'ils étaient en réunion, et il disait on va donner des cours de basque, parce que ça passait. Donc, si vous voulez, la représentation d'une répression tous azimuts du franquisme, elle vaut évidemment après la guerre civile, où là, on a massacré les gens en masse, mais plus des communistes que des nationalistes. Je veux dire, ceux qui ont payé le prix fort, c'est quand même les communistes. Franco, il est anti-maçon, anti-parti communiste et anti-nationaliste. Et un des enjeux les plus... également, mais si vous voulez, j'ai pas dit que Franco était gentil avec les nationalistes, hein, mais je dis, si vous voulez, que l'idée que les Catalans se souviennent que tout était archi-noir, en fait, toute l'Espagne se souvient que c'était... que voilà, je suis bien contente d'avoir jamais vécu 37 ans de franquisme, franchement, je suis ravie de pas avoir fait l'expérience. Et donc, moi, je pense qu'il faut pas parler en disant les Catalans, qu'il y a des nationalistes catalans qui ont un projet géopolitique, c'est leur projet géopolitique, et donc ils vont forcément trouver tous les arguments, il y en a, pour dire que les choses sont insupportables. Mais si vous voulez, Madrid aussi paye autant que les Catalans, mais effectivement, la communauté autonome de Madrid paye autant que les Catalans. L'Île-de-France verse beaucoup plus d'argent que la Corrèze, quoi. Mais bon, en même temps, on est mieux. Enfin, il y en a qui pensent que c'est mieux d'être ici ou à Lyon qu'à Vierzon. Ah, si vous voulez, c'est normal qu'à Vierzon, on paye moins qu'à Paris, quoi. Donc après, on est vraiment dans une interprétation de réalités qui sont des réalités complexes. Et je suis d'accord avec vous qu'on peut trouver que c'est pas assez fluide, qu'il y a matière à vraiment protester, qu'il y a matière à obtenir des choses. Les Catalans ont obtenu des choses les nationalistes catalans ont obtenu des choses quand le Parti populaire a été minoritaire en 96 et qu'ils avaient besoin d'eux pour l'investiture. Que ça puisse être mieux, je n'en doute pas. Que ça justifie la fracture très profonde qui a été créée ces dernières années en Catalogne, bon, ça se discute. Je ne vais pas ici faire un débat avec vous comme si j'étais, moi, antinationaliste et vous, nationaliste, parce que je ne suis pas en Catalogne. Si j'y étais, voilà. Mais en tout cas, ce que je peux constater, c'est que la fracture est très profonde et qu'elle n'a jamais été autant. Et que d'un point de vue, on va dire, extérieur, je suis pas sûre que ce soit très fructueux de casser en deux une société comme ça. Sincèrement, franchement, là, je me dis, par exemple, Podemos et Ciudadanos, en arrivant dans ce Parlement, apportent un pouvoir de régénération, de repenser d'idées nouvelles pour penser la démocratie, pour penser la société, l'égalité, pour obtenir des choses, et tout est masqué ou en panne à cause de ce débat sur les territoires. Et franchement, je trouve ça dommage. Cela dit, Podemos n'aurait pas 69 députés s'ils n'avaient pas derrière eux des nationalistes catalans, galiciens et valenciens. Hein. Ils en auraient une quarantaine. Ils seraient à peu près au même niveau que Podemos. Mais quand même, déjà, c'est pas mal. 45 députés au premier coup. Franchement, ça faisait 80 députés nouveaux. C'est déjà très bien. Et moi, je trouve que le débat territorial, il ralentit le débat et les possibilités d'agir sur une façon de faire de la politique peut-être plus proche des citoyens, de la persécution de la corruption, une amélioration de la transparence. Déjà, ça a bien changé parce que les grands partis se sont rendus compte et maintenant ils publient tous leurs avoirs sur le net.
Donc déjà, on est allé dans le bon sens, on aurait pu aller encore plus loin. Et pour moi, ce débat territorial, franchement, je trouve qu'il ralentit cet aspect-là de l'évolution de l'Espagne, de la démocratie espagnole. Voilà. Parce qu'on est dans des représentations géopolitiques qui ont une force symbolique énorme, mais franchement, une concrétisation sociale faible. C'est-à-dire que là, la partie du Parlement catalan qui a décrété la mise en route d'un processus de déconnexion, comme ils disent, et de séparation de l'Espagne, ne discute pas du tout de ce qu'est leur programme économique. C'est quand même le mariage de la carpe et du lapin, cette histoire, hein, entre les démocrates chrétiens qui sont libéraux voilà, et qui traînent des casseroles de corruption qui sont quand même très très bruyantes. Et puis Esquerra Republicana Catalunya, qui a obtenu là, d'avoir le portefeuille de l'économie, voilà, au nom d'une négociation qui est quand même assez mystérieuse. Pour faire quoi, on ne sait pas. Et la coupe, qui est anticapitaliste, anti-Europe, pro-pays catalan, union de la Barcelone et Valence et les Baléares, qui donne 2 voix à l'investiture du président et 8 abstentions. Franchement, ça fait, si vous voulez, comme programme de gouvernement, c'est un peu spécial. Donc, sur le fond, sur ce que c'est que notre société moderne et contemporaine, sur la façon dont elle doit évoluer, sur les grands enjeux de nos sociétés contemporaines, moi, je ne trouve pas ça très progressiste. Et ce qui me fatigue un peu, c'est que sous prétexte qu'on se dit petit peuple, David contre Goliath, et qu'on n'a pas encore d'armée, mais enfin, le principe, ça serait quand même un jour d'en avoir une vraie, hein, une vraie équipe de foot... enfin bon, d'être vraiment complètement différent, complètement... Et ben, sous prétexte qu'on n'a pas encore l'armée, on est progressiste. Et je trouve que c'est un raisonnement un peu court. Franchement, je ne vois pas en quoi ce nationalisme innove pour la société du XXIe siècle et pour tout ce que nous devons affronter. Voilà, ce serait ça si j'avais une opinion à donner. Mais maintenant, c'est quelque chose de tellement profond, c'est un projet géopolitique. Les projets géopolitiques, hein, on le voit dans le monde, on a beau vouloir que les gens fassent différemment, quand ils ont une idée en tête, c'est comme ça. Toujours sur le débat territorial, pour ceux qui ne sont pas spécialistes de l'Espagne, ce qui est mon cas, on connaît relativement bien ce qui se passe au Pays Basque, en Catalogne, on vient de l'évoquer longuement, mais quid des autres régions? Est-ce que c'est un nationalisme très marginal? Vous avez évoqué la Galice, l'Andalousie aussi, et puis ce que vous avez appelé le Levant, c'est quoi? C'est les Baléares? C'est Valence, d'accord. Donc est-ce qu'il y a en 2 mots des forces irrédentistes importantes? Alors en Galice, à chaque fois qu'on écrit sur les nationalismes en Espagne, alors on écrit toujours « et dans une moindre mesure la Galice ». Je me dis toujours, ils doivent être vexés. Et en même temps, pour faire court, on est obligé de faire comme ça. Mais alors cette petite parenthèse du « dans une moindre mesure », ça doit être extrêmement pénible pour les nationalistes galiciens. Voilà, donc c'est un petit peu ça le panorama. Il représente quand même une force non négligeable. On va tourner autour de 20%, plus ou moins selon les périodes, mais avec une influence du Parti populaire qui est quand même aussi très importante. C'est une région légitimiste, on va dire, depuis, voilà, traditionnellement, on va dire plutôt légitimiste. Mais il y a quand même un nationalisme galicien qui, là, a été une force d'appoint tout à fait importante pour Podemos. Un nationalisme qui jusqu'ici a été très souvent fragmenté en plus. Alors non seulement ils n'étaient pas très puissants, mais en plus très, très souvent fragmentés. Là, ils ont réussi à s'unir un petit peu, donc ils ont été un petit peu plus percutants. Mais voilà, donc le troisième nationalisme, disons, officiel, c'est le galicien, parce que la Galice, le Pays Basque et la Catalogne sont les 3 régions qui, juste avant que Franco ne gagne la guerre, ont eu le temps de voter un statut d'autonomie. Voilà. Ça s'est fait surtout en Galice dans des conditions un petit peu rocambolesques, on va dire, enfin vraiment
je dis rocambolesque au sens où on n'avait pas un mouvement très ancien aussi structuré qu'au Pays Basque et qu'en Catalogne, donc c'était pas vraiment comparable, mais il se trouve qu'ils ont réussi à emporter le morceau, on va dire ça, c'est un petit peu plus comme ça, et donc au Parlement à pouvoir faire voter ce statut d'autonomie, alors que si je ne me trompe pas, la guerre avait déjà commencé. Franco avait déjà débarqué, je crois, en Galice quand ils l'ont voté, donc c'était vraiment une extrémiste. Mais du coup, dans la constitution espagnole, il est écrit que les 3 nationalités qu'on appelle historiques, mais on ne les nomme pas, c'est typique de ce non-dit, de cette espèce de non-dit à la sortie des 37 ans de franquisme. Donc il y a des nationalités historiques qui pourront se constituer en communauté autonome avec plus de pouvoir. Voilà. Et alors à part celle-là, il y a aussi un mouvement à Valence. Mais à Valence, c'est un mouvement moins important et moins enraciné, parce que c'est une communauté autonome. C'était un royaume, déjà. C'est un des royaumes de la couronne d'Aragon. Baléares, Valence et Aragon et Catalogne. Mais les Baléares, c'était pas une couronne. J'ai un doute sur la Baléare. Bon, donc Valence, en tout cas, Aragon et la Catalogne. Donc il y a une histoire, si vous voulez, une représentation de Valence en tant que royaume ancien qui est importante. C'était un royaume très étroitement lié à la Castille. C'est vraiment le port de la Castille sur la Méditerranée. Donc une histoire très, très associée à la Castille. Et c'est une région qui est vraiment bilingue, mais territorialement bilingue. C'est pas que les gens sont bilingues, c'est qu'il y a une partie du territoire où on parle le valencien et une partie du territoire où on ne le parlait pas. Donc du coup, c'est aussi une région un petit peu plus compliquée sur ce plan-là. Et puis c'est compliqué aussi parce qu'il y a on va dire un sentiment identitaire valencien anti-catalan. Les Valenciens c'est un petit peu comme avec les Serbes et les Croates, se sont dépêchés de faire un dictionnaire de tout ce qui pourrait être du valencien ne ressemblant pas au catalan. Alors que c'est strictement la même langue, au point que l'histoire, c'était que lorsqu'il y a eu rédaction des nouveaux statuts d'autonomie, et quand les statuts d'autonomie ont été transférés à l'Union européenne écrits en catalan, c'était le même. Alors ça a fait tout un sprunz en Valence, parce qu'ils ont dit c'est un scandale, ça n'est pas du catalan, c'est du valencien. Donc on a donné 2 fois le même texte, mais qui porte l'un disant que c'est du valencien et l'autre disant que c'est du catalan. Mais enfin, si vous voulez, c'est l'idée qu'on ne veut pas se faire avaler par les Catalans. On n'est pas les pays catalans, nous sommes Valence, nous sommes un royaume. Voilà. Donc du coup, il y a, si vous voulez, un sentiment identitaire. Il y a des partis qui se disent nationalistes ou qui veulent... qui serait favorable à ce qu'on puisse décréter qu'il y a une nation valencienne, mais c'est beaucoup moins enraciné et beaucoup moins structuré, je pense, comme mouvement qu'ailleurs. Disons que ça contribue fortement au débat, par exemple sur la réforme de la Constitution, mais il y aura des idées qui viendront de Valence. Mais le fait que la communauté autonome de Valence ait voté la rénovation de son statut juste avant celui de la Catalogne, alors que c'était le Parti populaire qui gouvernait, ça montre bien que l'idée, c'est quand même qu'on ne va pas laisser que aux Catalans la barre sur l'évolution des territoires en Espagne. Et pour l'Andalousie, c'est le même genre de sentiment. Là, si vous voulez, dans la Constitution espagnole, il n'est pas dit qu'il y aura des communautés autonomes. La carte des communautés autonomes, elle n'est pas dans la Constitution espagnole. Ce qui est dit dans la Constitution espagnole, c'est qu'on a le droit de se constituer en communauté autonome si on remplit un certain nombre de conditions. Et ces conditions, c'est que toutes les provinces se réunissent, décident de se constituer en communauté autonome, que les citoyens sont consultés, qu'il faut qu'ils soient consultés, qu'il y ait une majorité dans chacune des provinces. Donc il y a tout un tas de critères qui vous permettent, un certain nombre de provinces, de se rassembler en communauté autonome. Voilà. Et si on est une communauté autonome historique, donc Galice, Pays Basque et Catalogne, alors on a droit tout de suite à un maximum de compétences, à un tribunal autonome, à tout un tas de choses qui fait qu'on est plus compétent, plus autonome. Et donc ce sont 2 articles différents, l'autonomie par l'article 151 ou l'autonomie par l'article 148, je crois. C'est ça. Donc il y a 2 articles différents pour atteindre l'autonomie. Dans l'un des 2, on est plus autonome que les autres. Et ça, les Andalous, ça les a fâchés beaucoup.
Et ils ont dit à l'époque que ça n'était pas possible que de nouveau le centre, et à l'époque le centre pour des économistes de gauche andalous, c'est la Catalogne. Voilà, parce qu'en fait, les prolétaires immigrés, ils ne sont pas à Madrid, ils sont en Catalogne. Donc le capitalisme, la vision, la représentation de ce qu'est le centre, le pouvoir, c'est plus la Catalogne que Madrid. Et donc vous avez eu un mouvement pour que l'Andalousie ait la même autonomie que la Catalogne, parce que sinon c'était encore une fois une forme de domination d'une bourgeoisie riche, de droite, capitaliste, tout ce que vous voulez, alors qu'eux, ils étaient le peuple. Voilà, en fait, c'est ça, la représentation du peuple et des bourgeois, elle n'était pas la même à ce moment-là. Et il se trouve qu'en plus, les barons du Parti socialiste, dont Felipe González et tous ses proches, étaient des Andalous. Voilà. Donc du coup, ce mouvement a été... et vous avez des gens des centristes espagnols, donc de l'UCD, et notamment un des personnages clés de la transition, qui était lui-même andalou, et qui a décidé qu'il allait soutenir cette idée-là et soutenir le référendum. Et donc, vous avez une population qui s'est mobilisée extrêmement rapidement dans un contexte où il y avait encore rien. La démocratie, elle sort de l'œuf. On n'a pas de personnel, on n'a pas de gens compétents, il n'y a pas grand monde en fait qui sait faire tout ça. Et malgré tout, dans une très grande région, parce qu'il y a quand même 8 provinces, c'est beaucoup de gens, c'est beaucoup de provinces, ils ont réussi à l'obtenir avec un peu un tour de passe-passe, parce qu'il y a une des provinces dans lesquelles la majorité obtenue pour le référendum n'a pas été une majorité absolue des inscrits, parce qu'il fallait que la majorité soit une majorité absolue des inscrits. Et il y a une des 8 provinces où c'était la majorité absolue seulement des votes exprimés. Et par un tour de passe-passe au Parlement, pour ne pas créer un problème plus important, c'est passé. Voilà. Et à partir de là, on est rentré dans un processus où il y a eu formation on a de plus en plus d'autonomie. Tout le monde est devenu autonome. Enfin, toute l'Espagne s'est constituée en autonomie, ce qui n'était pas forcément prévu au départ. Et puis, de plus en plus de cession de compétences. Donc c'est en fait une constitution qui est restée complètement figée, parce que comme c'est très difficile de discuter sur ce qu'est l'Espagne, que là il y a très peu de marge de discussion sur ce qu'est l'Espagne, la constitution elle n'a pratiquement pas bougé, alors que le système espagnol, lui, il est méconnaissable par rapport à 1980. Du point de vue de la quantité d'argent qui est dévolue aux pouvoirs autonomes, du point de vue des compétences en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de développement industriel ou économique. C'est incroyable. Donc, la quantité, il y a plus de compétences dans les communautés autonomes espagnoles que dans les Länder allemands. Donc c'est un pays extraordinairement décentralisé, avec une constitution à la française. Et notamment avec un Sénat qui est un Sénat à la française, un Sénat qui ne représente pas les territoires. Mais ce n'était pas prévu, il n'y avait pas ces territoires quand ils ont fait la constitution. Et on n'arrive pas à réformer cette constitution parce que c'est la boîte de Pandore. Parce que si on ouvre la boîte de Pandore, alors il y a des nationalistes basques, des nationalistes catalans, des nationalistes galiciens, et puis qu'est-ce qu'ils vont dire les Andalous, et puis alors ça va repartir, et ça sera très compliqué. Sauf que là, en effet, du fait de ce défi séparatiste catalan, la nécessité de réformer cette constitution, ce que demandent depuis très longtemps les socialistes catalans, qui sont très catalanistes, ils disent qu'il faut qu'on devienne un État fédéral, ce que ne veulent pas les nationalistes, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure. Ben là, on en arrive à un moment où il va bien falloir faire quelque chose, en effet, réformer cette constitution. Voilà. Donc, mais ça ne va pas être simple, d'un point de vue technique, ça ne va pas être tout à fait simple. Moi, je pense qu'il y a en Espagne un potentiel, un risque, si vous voulez, de conflit non négligeable, au même titre qu'en France, qu'en Pologne. Aucune de nos sociétés n'est à l'abri de conflits et de débordements violents. Aucune. Et l'Espagne, pas plus que, encore moins peut-être que d'autres. Parce que là, c'est essentiel pour les nationalistes catalans, c'est essentiel pour les gens qui ne veulent pas être autre chose qu'espagnols, c'est essentiel, donc si vous voulez, quand on est dans de l'essentiel, c'est risqué. Et en même temps, il y a quand même beaucoup de gens qui sont très sensés et qui se souviennent de ce que ça a été les processus catastrophiques en Espagne, qui savent ce que c'est qu'un processus catastrophique. Des nations qui s'engagent sur des processus catastrophiques, on en a connu. La Serbie s'est engagée sur un processus catastrophique. Ils ont beaucoup perdu dedans.
Et donc, si vous voulez, il y a quand même beaucoup de gens qui pensent, qui écrivent, qui négocient, et donc il y a aussi tout autant de possibilités qu'il ne se passe rien de catastrophique et que ça avance. C'est aussi, enfin, si vous voulez, c'est ouvert. C'est risqué, mais c'est ouvert. Rapidement alors. Parce qu'au départ, non, j'avais posé pas une question, mais je pense qu'il faut réouvrir le dialogue, il faut réouvrir sur l'ensemble de la question de la réforme constitutionnelle. C'est difficile, évidemment, mais il faut le réouvrir, parce que si vous restez dans l'immobilisme, comme le Parti populaire, qui est le premier parti, enfin, depuis des années. Mais le Parti populaire a quand même cédé de manière obligatoire, mais il a quand même cédé tout un tas de compétences, de prérogatives. Voilà. Je veux dire, il a fait bouger beaucoup l'Espagne aussi. Mais sur Ceux la question, qui ont décentralisé la santé, c'est le Parti populaire. Enfin, sur la décentralisation, mais sur la question du statut, il y a eu des avancées. À un moment donné, une avancée que je trouvais importante pour les Catalans au moment du statut, de la renégociation du statut. Le Parti socialiste était favorable à ça. Et donc, ça aurait pu favoriser justement pas l'indépendance. Oui, mais encore une fois, c'est ce que je vous disais. Je pense qu'il ne faut pas dire les Catalans. Quand ce statut a été soumis à référendum, il y a 47% des gens, je crois, c'est moins de 50% des gens qui se sont déplacés pour aller le voter. Ça n'était pas la première préoccupation des citoyens catalans. Bon, c'était très important pour les nationalistes catalans, mais les citoyens catalans, ils ont moins de la moitié à y être allés. C'était pas franchement leur problème. De savoir s'il fallait être nommé nation, de savoir s'il fallait que le Conseil supérieur de justice espagnol n'ait plus le droit de regard sur la justice catalane. Je veux dire, le Parti populaire, c'est le tribunal constitutionnel, après des tergiversations, là pour le coup rocambolesques. Alors il y a un problème avec le tribunal constitutionnel espagnol. Il y a un véritable problème. Mais si vous voulez, il faut être... donc que le tribunal constitutionnel a retoqué, il n'a pas retoqué il a retoqué un certain nombre d'articles parce que du point de vue du tribunal constitutionnel et des juges qui étaient là, sur lesquels on peut vraiment discuter, mais de ce point de vue, ça attentait, on va dire, à l'unité de la justice en Espagne, et il y avait un certain nombre de points précis sur lesquels le statut a été retoqué. Ce n'est pas l'ensemble du statut. Voilà. Et il disait que le fait que le... Non, mais je disais, c'est juste un certain nombre de points. Je ne vous dis pas qu'ils avaient tort ou raison. Ils ont retoqué sur un certain nombre de points. Maintenant, que le tribunal constitutionnel, qu'il faille par exemple discuter sur ce que doit être ce tribunal constitutionnel pour qu'il redevienne le tribunal de l'ensemble de l'Espagne, ça me semble en effet important. Mais encore une fois, la seule chose que je veux dire, c'est que du point de vue des nationalistes catalans, je veux dire, franchement, ce n'est pas ça le problème. Et ça n'est pas dans leur objectif que d'être dans un nouveau pacte. Franchement, c'est pas ça le projet géopolitique. Mais c'est les nationalistes catalans. Pour les indépendantistes, là, on ne fait pas une discussion politique, on reste sur un le seul thème parti qui était dans ce cas-là depuis toujours, c'était l'URC, qui était vraiment indépendantiste depuis toujours. Mais vous reconnaissez quand même que quand il y a eu un État différent, par exemple la République, on était absolument très très loin de la revendication de l'indépendance de la Catalogne, du Pays Basque, dans le cadre républicain. C'est-à-dire, ça a duré très très peu, la République espagnole. Elle a terminé par une guerre civile. Mais on reconnaissait la nation des nations. Mais non, attendez, si vous... Mais moi, ça m'est égal qu'ils reconnaissent la nation des nations, ça me semblerait très bien. Je veux dire, j'ai pas d'opinion sur la façon dont l'ensemble de l'Espagne doit se construire. Je n'ai pas non plus d'opinion arrêtée sur le fait de savoir s'il y a eu vraiment... si véritablement les Catalans auraient été beaucoup plus riches
riches et beaucoup plus heureux et beaucoup plus prospères s'ils avaient pu lever les impôts. Il se trouve qu'en effet, parce que c'est ça qu'ils veulent, c'est pouvoir lever eux-mêmes leurs impôts. Ils sont jaloux du système basque. Le système basque, cela dit, il a été accordé par la monarchie parce que les Basques, ils ont soutenu le petit-fils de Louis XIV et pas le prétendant autrichien. Alors, mais les Basques, ils ont l'art de tirer les marrons du feu, quand même, dans toute situation. Donc maintenant, les Catalans, donc c'est les Basques et les Navarrais. Donc les Catalans sont jaloux de ce système. Ils voudraient pouvoir lever leurs impôts parce que du coup, on en donne moins à l'État. Alors après, on peut faire les comptes. Est-ce que l'État, mais ça, moi, je suis pas capable de le faire. Est-ce que l'État espagnol, mais après, vous avez, si vous voulez, des économistes qui vont avoir des points de vue qui sont des points de vue tout autant politiques que scientifiques, parce que vous le savez autant que moi, l'économie, c'est une science quand même très relative. Et donc, en Espagne, on a des débats idéologiques d'économistes. Certains vont vous dire l'État espagnol fait faillite. S'il lève pas les impôts et que chacun garde le maximum, il y aura plus un budget suffisant de l'État central. Et d'autres vont vous dire mais que non, ça c'est nul, c'est juste un argument. Il faudrait que tout le monde puisse lever ses impôts et ça serait beaucoup mieux comme ça. Mais ça, moi, là, pour le coup, sincèrement, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Je ne suis pas économiste. Donc, si vous voulez, je suis d'accord avec vous que les Catalans vous disent mais c'est un vrai scandale. Il y a d'un point de vue, les nationalistes catalans pensent que d'un point de vue économique, ça a été fait tout en dépit du bon sens. Mais vous avez aussi des arguments inverses qui vont vous dire que les Catalans, s'ils n'avaient pas eu l'argent de l'État espagnol, ça n'aurait pas non plus marché, etc. Donc là, moi, excusez-moi, c'est pas là-dessus que je vais trancher parce qu'on est vraiment dans une argumentation scientifique. Scientifico-idéologique, voilà, dans lequel chacun va aller piocher dans des faits avérés celui qui l'arrange. On va le dire les choses comme ça. C'est comme ça. Voilà, donc la difficulté, si vous voulez, c'est pas parce que vous reconnaissez des nations de nations que vous résolvez forcément le problème. Je vous rappellerai quand même que c'est quand même la fermeté des institutions démocratiques espagnoles, hormis l'épisode du Gall, où ce sont des mercenaires de l'État espagnol qui ont tiré dans des gens et qui sont sortis de la légalité. Et d'ailleurs, je pense que la démocratie espagnole, l'État, le gouvernement le paye encore, parce que ça a entaché la démocratie. Mais à part ça, c'est quand même la fermeté des institutions démocratiques espagnoles qui ont permis que l'ETA arrête. Quand même, je veux dire, c'est donc un État qui a permis d'abord, qui a réussi à vaincre un mouvement terroriste par le droit, dont les citoyens ont réussi à transformer complètement leur parlement et à avoir 60% des députés qui sont des nouveaux. C'est quand même pas mal, avec des gens qui sont issus de l'université. Ça fait rêver les profs d'université ici de gauche, issus de l'université qui arrivent au Parlement et au Sénat. Avec des sacs à dos, tout contents, ils ont des têtes de profs, là, et enfin, ils n'ont plus la mallette, alors ils sont ravis. Et donc, on a quand même un véritable potentiel démocratique, mais ce n'est pas parce qu'on est démocratique que c'est facile. Et parfois, dans la démocratie, ça peut déraper. Voilà. Et donc, on n'est pas non plus à l'abri de dérapage. Moi, juste une remarque. Moi, je pense que je ne suis pas du tout espagnole, mais je pense que quelle est notre projection pour l'Espagne? Une Espagne éclatée et divisée ou une Espagne unie? Et quel prix payer pour ça? Parce que quand on projette sur une Espagne éclatée et divisée, indépendante, il y a un prix à payer. Moi, je suis pour l'Europe, voilà. Et quand on est dans la projection, je suis fédéraliste. Dans l'Espagne, je suis communiste. Voilà. Quand on est dans la projection d'une Espagne unie, donc, là, il y a un prix à payer aussi. Voilà. Quel prix on préfère payer? Moi, je pense que... Mais il faut reconnaître le droit à décider. Le droit à décider, c'est un débat actuel en Espagne. Le droit à décider. Tout le monde a des contradictions. Mais le droit à décider, les Catalans, si vous ne leur reconnaissez pas le droit à décider, dans le cadre que vous avez... Quand vous votez, vous décidez. Oui, justement. Quand vous votez aux élections autonomes et tout ça, vous décidez d'une certaine manière aussi. Merci beaucoup, Barbara. Merci en tout cas.